Cette capsule d'information, associée à l'émission Vos finances à l'antenne de TVRL, vous est présentée par le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du moment où est-ce que vous prenez la décision de venir visiter une résidence avec service. Parce que vous savez, au moment où on prend la décision, on a besoin de services. Mais on avance en âge, à ce moment-là, on a besoin d'autres services. C'est de s'assurer que dans ces résidences-là, qu'il y a tous les services que vous pourriez avoir besoin dans 1 an ou 5 ans, parce que c'est très important. Et aussi, au moment où on vous parle des services et soins, bien de faire une bonne visite avec le conseiller en hébergement et vous assurer d'une chose, que le conseiller en hébergement peut vous donner tous les renseignements et aussi vous les montrer. Parce que bien des fois, on le dit, mais ils ne sont pas toujours là. Bonjour et bienvenue à cette avant-dernière émission de l'automne 2011. Ça veut dire que la semaine prochaine, ce sera la dernière émission avant les fêtes de cette émission qui s'appelle Vos finances et qui est produite et que vous pouvez regarder quand vous voulez sur TVRL. C'est Télévision régionale de Laval, tout simplement. Et c'est sur Internet, donc vous pouvez regarder les émissions antérieures aussi si vous les avez ratées et que ça vous attire pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, on va parler de hockey. On va parler de fiscalité puisqu'on est en fin d'année. On va parler des frais des conseillers, notamment les fameux gestionnaires de fonds communs. Et on va avoir un débat là-dessus qui devrait normalement être animé. Et on va parler aussi d'une foule d'autres sujets. Et on va essayer de régler le cas d'un certain nombre de personnes qui nous ont envoyé des questions. On va essayer d'apporter des éléments d'information sur ces questions-là. Mais tout de suite, avant de commencer, je vous présente les deux invités qui m'accompagnent aujourd'hui. Il s'agit juste à ma droite de M. Gaétan Veillette, qui est directeur de division sur la Rive-Sud de Montréal, sauf erreur, oui, pour le groupe Investor. Le groupe Investor, c'est le plus gros gestionnaire de fonds communs au Canada et c'est une filiale, évidemment, de la puissante Power Corporation. Alors, on va parler de tout ça aussi tout à l'heure. Et puis, à sa droite, à lui, on a M. Jean Turcotte qui nous a déjà visité il y a 3 ou 4 semaines et qui était encore disponible pour revenir cette semaine. Ça nous fait grandement plaisir. Bienvenue, M. Veillette, qu'on n'avait pas vu depuis le printemps dernier. Et bienvenue, M. Turcotte, d'avoir bien voulu accepter de revenir encore aujourd'hui. Donc, M. Turcotte fait maintenant partie de Sun Life du Canada. C'est un avocat fiscaliste qui était auparavant avec le puissant groupe français AXA. Mais AXA a décidé de se retirer du marché canadien, trop petit. Donc, ils ont vendu leurs 2 portefeuilles d'assurance de personnes et d'assurance de biens, parce que le marché de l'assurance, ça se divise en 2, comme vous savez. Ils ont décidé de vendre ça et de se retirer sur d'autres marchés plus populeux ou plus gros pour eux, parce qu'ici, ils estimaient qu'ils n'avaient pas la table pour avoir un certain impact. Et quand on ne peut pas avoir un impact sur un marché, ça vaut peut-être souvent la peine de s'en retirer et de concentrer ses billes ailleurs. Donc, M. Turcotte était auparavant avec AXA et il est maintenant avec la Sun Life, où il se spécialise évidemment dans la fiscalité reliée aux produits d'assurance et d'investissement. Exact. Et d'investissement. Alors, bienvenue également, M. Turcotte, et merci d'être là. Alors, donc, on va commencer comme d'habitude par une revue rapide de l'actualité économique et financière des dernières semaines ou des derniers jours pour essayer de voir s'il y a des éléments qui ont changé dont on pourrait tirer bénéfice éventuellement. Alors, Monsieur Veillette, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Peut-être que vous avez une mémoire un peu plus longue des derniers événements. Est-ce que, depuis qu'on s'est vu le printemps dernier, vous avez retenu 2-3 éléments dans l'actualité économique et financière très volatile qui pourraient vous inciter à donner des nouveaux conseils à vos conseillers? Tout à fait. À vous.
à vos conseillers, parce que vous dirigez une équipe de conseillers, mais à vos propres clients, puisque vous continuez de servir des clients également. Tout à fait. Ce qui m'a frappé surtout, c'est le rapport qui est paru cette semaine concernant l'endettement des ménages canadiens. Oui, c'est tout récent, ça, c'était hier ou avant-hier dans la presse, si je ne m'abuse. Tout à fait, tout à fait. Et quand on parle d'un taux d'endettement de 153 versus le budget en main disponible, l'argent en main disponible des ménages, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que c'est, l'argent disponible? C'est après impôt, j'imagine? Après impôt, après les retenues à la source. Donc, si on dit qu'un couple a 100 000 d'argent après impôt en main, mais qui a un endettement moyen de 153 000. À première vue, on peut s'inquiéter de ça parce que ça peut sembler un endettement important. Et on peut faire une grosse manchette dans les médias avec ça. Tout à fait. Mais quand on se compare à l'endettement, à l'ensemble des actifs d'une famille et qu'on dit que 20 et maintenant on vient d'atteindre 20 de l'actif net des ménages qui est 20 seulement au niveau de l'endettement, bien je me dis... Techniquement, ce n'est pas une problématique majeure pour l'instant, mais si les faits continuent, si le phénomène continue, ça peut être un danger. Surtout qu'une partie de l'actif net provient de l'appréciation du côté immobilier. On sait que l'immobilier a été profitable particulièrement depuis 2001, mais ça avait déjà commencé en 98, l'appréciation des valeurs immobilières. La question que vous posez, c'est est-ce que cette appréciation des valeurs immobilières, ça va se poursuivre? C'est une bonne question et ça serait surprenant que l'appréciation se poursuive longtemps s'il n'y a pas une appréciation des revenus des ménages. Puis le point, c'est que en 2002, l'habitat était 32 du budget moyen des Canadiens. Il a monté à 39 il y a 41 On ne peut pas monter indéfiniment notre part du budget relié à l'habitat. On ne peut pas monter à 45, 48, 50 Parce qu'il y a d'autres éléments comme la nourriture puis le vêtement, par exemple. Tout à fait. Nourriture, logement, vêtements, c'est des besoins primaires de toutes les familles. Et les besoins primaires, il y a aussi des besoins discrétionnaires que les gens utilisent, comme le voyage. Donc, les gens sont habitués à une qualité de vie et ils ne seraient pas prêts à se priver budgétairement pour mettre un peu plus d'accent encore du côté immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui vous inquiète parce que ça s'est accéléré, disons, depuis quelques mois. Oui, depuis 2001, en fait, que je trouve que l'immobilier s'est accéléré. Le fait que les taux d'intérêt ont eu des mouvements baissiers relativement importants après le 11 septembre et puis après 2008 pour aider dans chacune des périodes à consolider l'économie, bien, ça a créé un mouvement d'investissement du côté immobilier qui a amené une valeur immobilière beaucoup plus importante, supportée par une baisse des taux d'intérêt. Mais la baisse des taux d'intérêt, c'est difficile d'aller plus bas que ce qu'on a actuellement. C'est pas éternel, ça non plus. À un moment donné, les taux vont remonter et puis il y a des familles qui vont être serrées à ce moment-là avec leur budget. Avec leur budget, et particulièrement les jeunes familles ou les familles à un seul pourvoyeur de revenus, ça peut les amener à être en déséquilibre. Et quand on parle de 153 eh bien, on fait référence sur la moyenne. Mais il y a des familles que c'est beaucoup plus que ça. Alors, ça peut être problématique pour eux si les taux d'intérêt se mettent à remonter. Et si vous avez une famille, par exemple, avec deux jeunes informaticiens qui ont des salaires de 75 ou 80 000 et qui peuvent faire du temps supplémentaire à peu près autant qu'ils veulent quand ils ne sont pas en vacances, et qui peuvent travailler à domicile aussi, donc déduire une partie de leurs frais parce qu'ils ont un bureau à domicile. À ce moment-là, peut-être que c'est ça qui explique cet écart. Ça peut expliquer cet écart. Il y a beaucoup de gens qui sont travailleurs à domicile et puis qui peuvent réduire un bureau à domicile, une pièce ou deux, dépendant de la nature de leur travail. Il y a certains travailleurs aussi qui peuvent déduire certains frais lorsqu'ils travaillent à domicile sur leur déclaration de revenus. Si ce frais-là n'est pas remboursé par l'employeur, ils ont qu'à compléter le formulaire T777 de Revenu Canada. Alors, on va continuer au cours de cette émission de parler un peu de fiscalité parce qu'on sait qu'on y va, là. Alors, ça va être en janvier-février, la période réelle. Ensuite, mars-avril, la période pour remplir les déclarations d'impôts. Et en janvier-février, vous allez recevoir vos T4 et vos autres papiers de vos employeurs et des gens qui vous ont fait des retenues à la source pour vous expliquer comment vous allez faire votre prochaine déclaration d'impôts en mars-avril. Alors donc, on va parler pas mal de fiscalité au cours des prochaines semaines et des prochains mois, bien entendu, avec des spécialistes. Monsieur Turcotte, est-ce que depuis un mois à peu près que vous nous avez visité, vous avez vu des changements importants dans l'économie? Bien, dans l'économie, en fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est la volatilité des marchés. Si on regarde des indices majeurs comme le Dow Jones et le TSX, ça avait passé la barre des 12 000 points dernièrement. Et là, subitement, depuis une semaine, on dirait qu'il y a une espèce de retour en arrière. On revient un petit peu à
pas la case départ, mais les gains qu'on avait faits ultérieurement, on les a pratiquement tous perdus. Alors, c'est ça qui me préoccupe et on pense que le marché européen, on n'est pas sorti en fait de l'auberge encore, ce qui peut avoir un impact sur la demande de biens et forcément peut-être au niveau de production, au niveau de l'Asie qui pourrait peut-être être un petit peu ralenti dans le futur. Ce qui fait que ça, c'est préoccupant. À court terme, c'est préoccupant. Moi, c'est ce qui me préoccupe là, de ce que je vois d'économie. Mais est-ce que les Américains, par exemple, qui sont en année électorale, n'ont pas dit qu'ils allaient prendre tous les moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème financier en Europe, comme ils ont connu aux États-Unis il y a quelques années? Bien, tous les moyens à leur disposition, sauf que quels moyens ils ont pour juguler la crise européenne? C'est des moyens assez limités. Je pense que la crise, ça va se régler, c'est par l'Europe qu'elle va se régler et non par les États-Unis. Ils peuvent devenir des facilitateurs, mais c'est certainement pas eux qui vont régler le problème de l'Europe, à la place de l'Europe. Mais à partir du moment où ils disent qu'ils ne laisseront pas couler l'euro, est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas un signal fort à l'effet que l'Europe va se sortir de son pétrin avec l'aide, s'il le faut, de la Chine, de l'Inde et du Brésil et des autres nouvelles locomotives de l'économie mondiale? Bien, ce qui est un peu ironique, c'est justement que les produits, les pays en fait émergents vont peut-être être la clé pour sortir l'Europe du pétrin. Qu'on pense au Brésil, qu'on pense à la Chine, qui ont des réserves importantes. C'est peut-être ces pays-là qui vont finalement peut-être mettre en place un plan de liquidité pour que l'Europe puisse sortir et finalement avoir une entente là, qui va être satisfaisante pour l'ensemble de la communauté européenne. Parce que c'est eux, avec les énormes réserves de devises étrangères qu'ils ont accumulées, notamment de dollars américains, qui ont le dernier mot à dire dans la crise européenne. Bien, en fait, peut-être pas le dernier, mais un mot important certain, là. Exactement. Mais ils ont déjà fait savoir qu'ils allaient suivre les États-Unis et qu'ils ne laisseraient pas couler l'euro et les banques européennes. Dans la mesure où il y a une entente satisfaisante entre les pays de la communauté européenne. Tout Donc, à fait. ce qui est important, c'est que d'abord, ces pays-là s'entendent entre eux sur des politiques monétaires, des politiques fiscales communes et qu'on respecte, en fait, les balises qu'on va établir entre eux. Et à partir de là, peut-être que là, on va avoir une entente qui va être satisfaisante. Mais pour le moment, on n'est pas encore là aujourd'hui. Mais quand on a lancé l'euro il y a 11 ans, ces gens-là ont établi des balises pour entrer dans la zone euro et pour y rester. Les balises n'ont pas été respectées. C'est ça qui a créé le problème actuel. Exact. Mais là, on parle de réformer ces balises-là et de les renforcer. Et s'il faut mettre des pays en dehors de la communauté des 17 membres de l'euro, bien, on mettra temporairement des pays à l'extérieur. On n'aura pas le choix. Pour les forcer à avoir des budgets un peu plus équilibrés. Et une rigueur administrative dans justement l'équilibre budgétaire. Et ça peut se faire assez rapidement, comme on l'a vu ici au Canada, quand M. Chrétien est arrivé au pouvoir avec M. Martin. On avait un déficit de 40 milliards par année dans l'espace de quelques années. On a transformé ça en surplus et on est devenu maintenant un des pays avec les finances fédérales les plus stables au monde. Exact, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc, ça peut se faire assez rapidement. La difficulté avec l'Europe, c'est qu'on n'a pas un joueur, mais on a plusieurs joueurs. Mais si un joueur a pu le faire ici dans son pays, plusieurs joueurs pourraient le faire aussi en Europe, dans leur pays. Le problème, c'est que quand les joueurs commencent à se mêler des affaires des autres, c'est là que ça peut entraîner des problèmes. Sauf que on peut difficilement comparer le Canada avec un pays comme la Grèce ou, par exemple, ou le Portugal ou même l'Italie, où le problème de la dette est beaucoup plus grand dans ces pays-là qu'ici. Alors, on peut difficilement comparer ces deux éléments-là. Il y a des ressemblances, mais c'est pas tout à fait la même chose. OK. Comme c'est pas la même chose entre la France et puis l'Allemagne et puis l'Italie et puis la Grèce et puis le Portugal et puis l'Espagne, évidemment. Exact. C'est ça. Et puis l'Irlande et puis un certain nombre d'autres pays comme ça. Tout à fait. Chaque pays vit un contexte particulier et doit se raider à l'intérieur avec ses politiciens. Le problème, c'est que nous, ici, on a vu, par exemple, le gouvernement de M. Mulroney, durant 2 mandats, mettre en place des outils que M. Chrétien et M. Martin ont utilisés ensuite. Donc, ceux qui mettent en place les outils et ceux qui font le ménage, ce n'est pas nécessairement les mêmes. Et les politiciens voudraient toujours que ce soit les autres qui fassent le ménage pour qu'eux, ensuite de ça, arrivent au pouvoir dans une situation beaucoup plus favorable. Oui, tout à fait. Bien. Il y a autre chose, M. Turcotte, à part ça, qui a retenu votre attention? Bien, évidemment, comme fiscaliste, moi, ce qui m'intéresse, c'est la planification fiscale de fin d'année, mais on pourrait revenir éventuellement dans un autre bloc ou dans une autre émission, parce qu'effectivement, deux choses l'une, il y a des choses à faire d'ici la fin de l'année et il y a des nouveautés fiscales en 2011 qui vont sûrement intéresser les Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qu'il y aura à faire d'ici la fin de l'année, par exemple? Bien, évidemment, si on a des pertes fiscales à prendre, il faut les prendre avant la fin de l'année. Il y a des cotisations, évidemment, on sait qu'on a jusqu'au 1er mars. Ne pas oublier que l'année 2012 sera une année bissextile. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'il faut planifier avant la fin de l'année pour les clients.
Ceux qui n'ont pas cotisé un CELI, évidemment, le faire. Donc, il y a tous des petits éléments comme ça qui, d'ici la fin de l'année, il y a des dates butoirs qu'il faut respecter au niveau des échéanciers. Donc, c'est important de prendre en note ces éléments-là et de s'assurer de faire les bonnes transactions au bon moment. Alors donc, si on ne les fait pas à temps, on risque de perdre ces avantages-là. Le REER, dont on va parler beaucoup en janvier et février, c'est un bon programme, ça existe depuis 1957, mais c'est pas le seul. M. Turcotte a parlé du CELI, on va revenir sur le CELI tout à l'heure, parce que là, maintenant, on a le choix entre les différents véhicules pour réduire son fardeau fiscal. Et ça, c'est une préoccupation de tous les contribuables et une préoccupation qui revient chaque année, bien entendu. Alors, on va faire une première pause et on va revenir ensuite poursuivre cette discussion avec nos deux invités et avec des questions de l'auditoire. C'est toujours le secteur qu'on privilégie en premier. Alors donc, dans quelques instants, on revient. Alors, nous voilà de retour pour le deuxième bloc de cette avant-dernière émission de l'automne 2011, donc en compagnie de M. Gaétan Veillette du groupe Investors. Le groupe Investors, c'est le plus gros gestionnaire de fonds communs au Canada, et ça depuis plusieurs années. C'est une des composantes principales de Power Corporation. Alors, il y a des gens qui chialent contre les capitalistes, puis il y en a d'autres qui disent on va plutôt acheter leur action, parce que s'ils font tellement d'argent, ça doit être que c'est intéressant, ça doit être payant. Si c'est payant pour eux autres, ça peut devenir payant pour nous autres aussi. Alors, il y a deux façons de procéder. Ou bien on chiale contre eux autres, ou bien on se joint à eux autres. Comme disent les Anglais, if you can beat them, join them. Alors, M. Veillette, merci d'être avec nous. Bienvenue. Donc, M. Veillette est directeur d'une division sur la Rive-Sud du groupe Investors. Ça veut dire qu'en plus de ses propres clients qu'il sert, il y a un certain nombre d'autres conseillers qui ont moins d'expérience que lui, qui sont sous sa supervision. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir encore M. Jean Turcotte, anciennement de AXA Canada, qui est maintenant un avocat toujours, mais fiscaliste, et fiscaliste notamment dans les questions d'assurance vie, avec Sun Life du Canada. Alors, M. Turcotte, bienvenue encore. Bonjour. En fait, si je résume un petit peu sa job à lui, c'est de vous dire, quand il rencontre des clients, si vous ne voulez pas payer la moitié de vos REER ou de vos fers ou de vos rentes au décès, faites-le payer par une compagnie d'assurance. Et évidemment, la Sun Life et chez Power Corporation, il y a une autre société qui s'appelle la Great West, donc, oui, qui fait partie des trois autres plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Tout à fait. Donc, deux assureurs, oui, qui ont plein de produits à vous proposer et de stratégies également. Alors, merci beaucoup, M. Veillette et M. Turcotte d'être là. Alors, j'ai ici une question, justement, d'un auditeur qui a eu le bonheur de travailler toute sa vie, jamais touché à l'assurance chômage. Donc, il avait accumulé un fonds de pension dans son entreprise. Quand il a pris sa retraite relativement jeune, il pouvait amener son fonds de pension avec lui puis gérer lui-même, à l'aide de conseillers financiers, bien entendu. Sauf que là, apparemment, ça y joue un tour. Et ce monsieur-là dit, « Monsieur Hintz, j'ai un problème. Si ça continue comme ça, je vais mourir puis je vais laisser de l'argent, par exemple, dans mon CRI. Parce que le fonds de pension qui a sorti de son entreprise, ça ne peut pas aller dans un REER. Il y a des contributions d'employeurs là-dedans, ça s'en va dans un CRI, un compte de retraite immobilisé. Une formule que vous connaissez bien tous les deux. Alors, le monsieur, il dit, je ne veux pas laisser de l'argent là-dedans, j'en ai payé toute ma vie de l'impôt au gouvernement. Alors, comment je fais pour sortir cet argent-là de là le plus rapidement possible? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre d'ici la fin de l'année ou après ça? On parle d'un individu de quel âge? Est-ce que c'est mentionné dans le courriel? On parle d'un individu qui est rendu à 70 ans à peu près. Là. OK, 70 ans. Donc, il reçoit déjà des prestations venant de son FRV parce que le compte de retraite immobilisé qu'on appelle le CRI, à la retraite, il faut le transférer dans un FRV, un fonds de revenu viager. Qui est l'équivalent d'un fer pour un REER. Tout à fait, tout à fait. Et qui donne à ce moment-là un revenu régulier, soit on parle d'un revenu minimum jusqu'à un revenu maximum autorisé par la loi selon l'âge. Dans un FRV, mais c'est pas le cas dans un fer, si je comprends bien. Dans un fer, c'est comme un REER, vous pouvez sortir votre argent quand vous voulez. Tout à fait. Sauf qu'il y a des retenues à la source, bien sûr. Tout à fait. Le fer comporte dans ses caractéristiques un minimum annuel qu'on doit retirer du fer. À partir de 72 ans. Quel que soit l'âge. On pourrait avoir 50 ans, virer notre REER au fer et recevoir un montant du fer minimum à chaque année, mais il n'y a pas de maximum dans le fer. C'est ça. Donc, le REER, le médium conducteur, ça devient le fer lorsqu'on est à la retraite ou lorsqu'on veut recevoir des revenus réguliers, tandis que le fonds de pension qu'on transfère dans un CRI, un compte de retraite immobilisé,
À la retraite, quand on veut le retirer, il faut le virer dans un FRV, un fonds de revenu viager, qui nous donne un revenu minimum, mais on ne peut pas aller jusqu'à un certain... On ne peut pas dépasser à chaque Tout à fait. année. Donc, si on parle d'un individu qui a 70 ans, probablement que son objectif de convertir son fonds de pension vers le CRI, c'était de laisser un patrimoine successoral. Parce qu'on se souvient qu'un fonds de pension, à moins qu'il y ait une clause de garantie, une garantie de 10 ans, par exemple, et à ce moment-là, si la personne survit plus de 10 ans comme prestataire de son fonds de pension, bien, s'il y a un décès, c'est comme s'il n'y a plus rien, sauf qu'on peut le virer au conjoint survivant à 50 ou 60 ou selon le pourcentage préétabli lors de la convention. Mais si la personne décède avant les 10 ans à ce moment-là, les autres années, les prestations sont versées aux héritiers. Sont versées aux héritiers à la condition qu'il y ait cette garantie-là dans le mécanisme de prestation. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je voudrais laisser un patrimoine à mes héritiers, normalement, le compte de retraite immobilisé est un véhicule qui offre cette opportunité-là, en autant que les rendements sont en conséquence. Alors, et dépendant aussi de sa situation de base, j'imagine que son CRI qui est devenu un FRV, c'est son moyen principal pour vivre. C'est son moyen d'assurer sa subsistance. Je ne connais pas si la personne a une conjointe, un conjoint ou une conjointe. Il a une conjointe, mais il n'y a pas d'enfant. Mais ils n'ont pas d'enfants, donc ils n'ont pas de personne à charge. Donc, j'assume que c'est le revenu principal de la famille. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est difficile d'établir des mesures pour éviter l'impôt ou pour reporter l'impôt, compte tenu qu'il reçoit un revenu, puis qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il le reçoive régulièrement. Jusqu'à 71 ans, il aurait pu attendre jusqu'à 71 ans, théoriquement, pour convertir son CRI en FRV. Et c'est le même âge butoir pour convertir un REER vers le fer. Et à partir de l'année suivante, il faut commencer à effectuer des retraits, puis à ce moment-là, on paie des impôts sur les retraits l'année d'après, bien entendu. Tout à fait. La loi dit qu'on n'a pas d'obligation de prélever l'impôt à la source sur le minimum de l'année. Au-delà du minimum, l'institution financière doit prélever les impôts à la source. C'est ça. Alors, l'impôt à la source permet d'éviter les acomptes prévisionnels. C'est ça. Puis d'un autre côté, on les paie à la source lors de la prestation du FRV. Et puis, quelqu'un pourrait volontairement dire, ben, je voudrais que pour le minimum, prélever aussi l'impôt à la source, de manière à être sûr que je n'ai pas de surprise. Au printemps, il n'y aura pas de surprise. Tout à fait. Parce que souvent, les gens oublient de prévoir l'impôt à payer au printemps suivant. Puis la planification des impôts, ça se prépare 12 mois d'avance. Bien sûr. Alors, ça s'effectue en mars-avril, mais ça se prépare dès le début de l'année. Donc, en janvier-février 2012, il faut prévoir les impôts qu'on va payer en 2013 pour 2012. Absolument, il faut le prévoir d'avance, sinon ça joue des taux. On risque d'avoir des mauvaises surprises et des grosses factures. Sûrement. Puis une des stratégies peut-être que je privilégierais dans ce cas-ci, c'est que probablement que comme il y a un conjoint, on pourrait peut-être faire ce qu'on appelle du fractionnement de revenus de retraite avec le conjoint. Donc, de façon à... J'ai pas les faits, en fait, je sais pas si la conjointe travaille ou a des revenus, mais présumons que le conjoint n'a pas de revenus. Donc, en fractionnant le revenu de retraite entre le conjoint et la conjointe... On réduit l'impôt de la famille. Exact. On comprend très bien que, par exemple, 50 000 imposés sur une tête va payer plus d'impôts que 25 000 sur deux têtes, puisqu'on a des taux d'impôt progressifs au Québec et au Canada. Tout à fait. Donc, dans le contexte de monsieur, ça serait une stratégie qui serait fortement suggérée le cas échéant, si c'est pas déjà fait. Oui. Peut-être rajouter, M. Hein, c'est ce que M. Turcotte nous présente si bien. Le fractionnement de revenus de retraite entre conjoints, il est très intéressant à partir de 65 ans pour un FRV. Le problème qu'il y a, c'est que les gens qui bénéficient d'un fonds de pension d'employeur, ils peuvent fractionner avant 65 ans s'ils ont déjà enclenché le service de la rente. Alors, en fractionnant, ça peut permettre de fractionner le revenu, de payer globalement moins d'impôts. Et ça peut permettre aux conjoints aussi de bénéficier du crédit d'impôt de 2 000 $ par année au fédéral pour revenu de pension et le 2 032 $ par année pour provincial pour le même crédit. Et le problème, c'est que ceux qui ont moins de 65 ans, qui n'ont pas de fonds de pension d'employeur, ils subissent une injustice fiscale. C'est qu'ils n'ont pas le droit au fractionnement. Et le fractionnement, on sait que c'est une façon de sauver... le principal véhicule pour réduire l'impôt de l'ensemble de la famille.
Et il faut regarder l'impôt de l'ensemble de la famille et non pas de chacun des membres. Tout à fait. Et c'est là que dans la production d'une déclaration d'impôt, il est important de bien établir le fractionnement de revenus entre conjoints. Et ce n'est pas le 50 de fractionnement qui est l'optimal. C'est peut-être 20 c'est peut-être 25 c'est peut-être 30 Et ça, c'est une gymnastique qu'on fait lors de la production de la déclaration d'impôt. Et puis, l'injustice, elle est à double sens. Non seulement sur le fractionnement de revenus avant 65 ans pour ceux qui ne participent pas à un fonds de pension d'employeur, mais aussi, bien sûr, au niveau du crédit d'impôt de 2 000 par année au fédéral, qui s'applique uniquement pour, avant 65 ans, pour ceux qui ont un fonds de pension d'employeur. Alors, on demande depuis maintes et maintes années au gouvernement fédéral d'ajuster sa loi de manière à enlever cette injustice fiscale-là pour ceux qui ne reçoivent pas. D'autant plus que ceux qui n'ont pas de fonds de pension d'employeur, très souvent, c'est des gens qui ont travaillé la plus grande partie de leur vie dans des petites et moyennes entreprises, des PME. C'est là qu'il n'y a pas de fonds de pension. Et c'est eux autres qui auraient besoin. Le monsieur a travaillé dans une grande entreprise puis il avait un bon fonds de pension, en plus d'avoir des bons salaires, bien sûr. Et c'est là qu'on pourrait lancer l'appel à nos parlementaires fédéraux de s'occuper des travailleurs qui ne bénéficient pas de fonds de pension d'employeur pour établir une justice fiscale au niveau du fractionnement de revenus de retraite entre conjoints. Parce que ces règles-là sont déterminées habituellement à Ottawa et adoptées presque automatiquement ensuite par les provinces. Oui, oui. Notons que le Québec a des mesures spéciales au niveau des revenus de retraite puisqu'il y a un certain plafond pour bénéficier du 2032 $ par année, alors moyennant un certain niveau de revenus qui s'applique pour eux. Le monsieur, lui, quelqu'un lui avait suggéré de sortir l'argent. À partir de janvier prochain, on va pouvoir sortir jusqu'à concurrence de 20 000 par personne dans la famille qui a plus que 18 ans pour mettre ça dans un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt, dont les rendements ne seront plus jamais imposables, même après la mort. Oui. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? Ça peut être une bonne stratégie, c'est du cas par cas. La meilleure façon, c'est de le simuler sur un logiciel de déclaration de revenus et ça permet d'illustrer que cette stratégie-là de défiscaliser le patrimoine, un patrimoine immobilisé ou un patrimoine non immobilisé mais enregistré, et puis de le transférer notamment dans un CELI. On parle de 20 000 $ à partir de 2012, ce qui est intéressant. Et puis, la même chose, ce qui arrive, c'est qu'avant la prise de retraite, il peut s'avérer intéressant de défiscaliser une partie du patrimoine. Commencer à sortir l'argent des REER ou des FER, donc pas attendre à la dernière minute d'être obligé de le faire. Surtout ceux qui ont un niveau de revenu qui les amène à rembourser la pension de sécurité de la vieillesse, où ils sont pénalisés à 15 pour chaque dollar additionnel gagné. Ça devient peut-être intéressant. D'un certain montant. Oui, ça peut devenir intéressant à ce moment-là quand on excède un revenu de 67 000 environ cette année pour 2011 et un petit peu plus pour 2012, de défiscaliser une partie du patrimoine ou du moins de bien gérer le décaissement du patrimoine de retraite de manière à être le moins pénalisé possible. Monsieur Turcotte, vous êtes fiscaliste, c'est-à-dire vous êtes avocat, mais spécialiste dans les lois fiscales. C'est ce qu'on appelle un fiscaliste. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que pourrait prendre ce monsieur? Il existe aussi un autre outil qu'on n'a pas parlé, c'est la rente viagère, qui pourrait être une solution. Donc, si monsieur a une aversion au risque, s'il veut s'assurer d'avoir un revenu garanti à vie, la rente viagère pourrait être une solution dans ce cas-ci. Il prend une partie à rente viagère et une partie de son capital, puis il le donne à une compagnie d'assurance contre un revenu régulier. Tout à fait. Donc, souvent, ce qu'on peut dire, ce qu'on enseigne aux gens, c'est que la rente viagère est un peu comme un fonds de pension, c'est-à-dire que ça va assurer une base de revenus fixe. Et le reste, qui peut être en FRV, va être le revenu variable en fonction des placements que le monsieur aura choisi dans son portefeuille. Donc, souvent, on combine les deux pour avoir une base fixe et une base variable. Donc, pour donner une réponse intelligente, il faut avoir l'ensemble du portrait. Exact. Et non pas prendre les éléments un par un. Tout à fait. Et non seulement l'ensemble du portrait, mais l'ensemble des contribuables, des deux contribuables dans la famille. Du couple. Du couple. Tout à fait. Parce que les tables d'impôt, c'est encore des tables individuelles, mais toute la fiscalité depuis plusieurs années repose maintenant sur les revenus de l'ensemble de la famille. De plus en plus. De plus en plus. Donc, il ne faut pas se fier juste sur les tables d'impôt parce que les tables d'impôt sont encore individuelles. C'est à peu près le seul élément qui demeure individuel dans la fiscalité. Et c'est l'élément qu'on oublie la plupart du temps, c'est-à-dire l'élément qu'on regarde en premier et dont on tient compte, comme s'il y avait seulement ça dans la fiscalité. Alors qu'il y a toute une préparation, comme disait M. Veillette, préparer son impôt du printemps 2012, par exemple, ça aurait dû commencer à se faire à l'hiver 2011, autrement dit. Voilà, on va faire une autre pause qu'on me réclame et on va revenir ensuite
avec un autre bloc. Il reste 4 blocs, si vous ne saviez pas, là. Il reste 2 blocs dans cette émission qui se divise en 4 parties, à peu près égales de 12-13 minutes, quand l'animateur est assez discipliné pour se fermer la boîte et aller à la pause quand on lui demande. Alors, on va le faire dès maintenant. Voilà. Alors, nous voilà de retour pour le 3e bloc de cette avant-dernière émission, donc de l'automne 2011, en compagnie de M. Gaétan Veillette, directeur de division chez le groupe Investors, une des filiales principales de Power Corporation, qui a donc un gros pilier dans l'assurance puis un gros pilier dans les fonds communs. Investors, c'est le plus gros gestionnaire de fonds communs au Canada, et ça va nous amener tout à l'heure à suivre un petit débat là-dessus, parce qu'il y a un autre groupe de fonds communs qui vient d'arriver au Canada, avec un rabais sur les taux extrêmement violent, qui va sans doute inciter les autres à baisser leurs taux également. Et le principal reproche qu'on fait aux gestionnaires de fonds, c'est qu'ils coûtent trop cher. Ils sont bons souvent, mais pas toujours. Mais ils coûtent trop cher toujours, ça c'est sûr. Alors on va y revenir tout à l'heure, et M. Veillette monte assez rapidement dans les rideaux quand on lui parle des frais là-dessus. Alors, M. Veillette, vous avez quelques minutes pour vous préparer. On va voir qu'est-ce que M. Turcotte en pense, lui. Mais pour l'instant, j'aurais ici une autre question. Un cas de fractionnement de revenus de retraite entre conjoints, justement, dont vous avez parlé. Nous sommes un couple de retraités. Mon épouse a 56 ans et gagne 12 000 par année de revenus imposables par année, provenant à moitié de son fait, et l'autre moitié constitue des revenus d'intérêt sur ses placements. Moi, j'ai 63 ans et mon revenu imposable de 55 000 par année provient d'un immeuble locatif pour 30 000 par année net, 20 000 du désenregistrement du fer dont vous avez parlé, et 5 000 par an étant des revenus d'intérêt. Nous n'avons aucune dette et n'avons pas de fonds de pension d'employeur. Voilà, en gros, je ne sais pas si ça vous donne suffisamment d'informations pour pouvoir porter un jugement là-dessus et donner éventuellement quelques informations à cette personne qui nous a écrit et que nous remercions beaucoup. Alors, quand vous nous envoyez des questions comme ça, on va toujours privilégier les questions de l'auditoire, parce que là, on est certain de répondre à des préoccupations que vous avez concrètement. Et quand vous avez une question, il y a peut-être 2 000 à 3 000 personnes qui se posent un peu la même question, mais qui n'osent pas la soulever, évidemment, parce qu'ils n'ont pas toujours la même facilité pour formuler des questions comme ça. Alors, M. Veillette, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est une mise en situation qui illustre souvent que, avant la retraite, quand on peut décaisser du patrimoine enregistré, si c'est possible, de manière à profiter, si possible, du supplément de revenu garanti à partir de 65 ans. Éventuellement, ça vient du fédéral. C'est un complément à la pension de sécurité de vieillesse. Tout à fait. Et quand on calcule les revenus nécessaires pour être éligible au supplément de revenu garanti, on ne calcule pas le supplément de revenu garanti reçu dans l'année, ni la pension de sécurité de la vieillesse. On ne calcule que l'ensemble des autres revenus. Donc, si un couple peut recevoir le supplément garanti jusqu'à 22 000 de revenus, sans compter le supplément de revenu garanti, sans compter la pension de sécurité de la vieillesse, il est d'autant plus important de planifier à l'avance la prise de retraite. C'est là que la planification de retraite peut s'avérer un facteur clé d'enrichissement du patrimoine, mais un facteur clé aussi pour bénéficier au mieux de l'ensemble des programmes d'État et les crédits sociaux fiscaux qui sont disponibles pour le particulier ou disponibles pour le couple. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, le budget de retraite, ça s'établit pas le jour 1 de la retraite, ça s'établit quelques années auparavant. Oui, et je recommande fortement aux gens qui atteignent la cinquantaine d'avoir un plan de retraite avec un planificateur financier. L'idéal, c'est de le projeter informatiquement pour avoir une mise en perspective de où s'en va l'évolution des revenus, des dépenses, la fiscalité, le règlement des dettes, les aspects successoraux également, qui ont un impact considérable. Et puis quand on tient compte aussi des polices d'assurance là-dedans. Alors, si on peut, à la retraite, réduire le revenu imposable pour profiter au maximum du supplément de revenu garanti pour les familles qui ont un revenu imposable qui est quand même raisonnable. Et on fait référence ici, par exemple, quelqu'un qui a 500 000 $ dans une société de gestion et qui n'a pas nécessairement besoin de décaisser de l'argent pour sa subsistance. Eh bien, il est possible que ces gens-là soient quand même admissibles à des éléments de supplément de revenu garanti. Ce qui est important de se rappeler, c'est que
quand on est toujours éligible au supplément de revenu garanti, chaque dollar additionnel gagné nous amène à être pénalisé à 50% au niveau du remboursement du supplément de revenu garanti. Ça veut dire que 50%, c'est comme si c'était un impôt de 50%. Tout à fait. Plus l'impôt régulier de 28,5%. Donc, si on inclut On est rendu à 78% là, sur ces dollars-là, qui dépassent un niveau. C'est beaucoup. Alors, d'où l'importance de bien planifier. Maintenant, ce n'est pas la seule strate de revenus pour laquelle l'impôt ou les pénalités sur les programmes socio-fiscaux ont de l'importance. Il y a ceux qui gagnent 67 000 et quelque chose de plus en 2011 pour rembourser la pension de sécurité de la vieillesse à raison de 15 pour chaque dollar gagné. Alors, il y a des gens qui comptaient là-dessus, mais ils ne s'étaient pas préparés d'avance et ils se ramassent à 65 ans. Et là, ils n'ont pas de pension de sécurité de vieillesse. Tout à fait. Alors, ce qu'on s'aperçoit comme société aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui prévoient d'avoir des revenus, disons, modestes à la retraite, qui travaillent très fort pour défiscaliser le patrimoine, pour maximiser les programmes d'État. Défiscaliser, M. Villette, en français simple, ça veut dire sortir l'argent des régimes fiscaux pour lesquels on a eu des avantages, mais pas attendre d'être obligé de le faire par le gouvernement. Oui. Commencer à se préparer soi-même à le faire quand ça fait notre affaire à nous et non pas l'affaire de l'État. Et tout à fait. C'est une forme de défiscalisation du patrimoine. L'autre forme, c'est quelqu'un qui a des placements dans une société de gestion et qui défiscalise. Donc, il réalise son gain. Donc, par exemple, les propriétaires de petites et moyennes entreprises, très souvent, ont accumulé leur fonds de pension dans leur propre entreprise, mais ils ne savent pas comment sortir l'argent de là quand ils arrivent à la retraite. Et ça peut être la même chose aussi au niveau de placements non enregistrés qui comportent beaucoup de gains capital. Alors, on ne veut pas le réaliser à la retraite pour ne pas perdre certains programmes socio-fiscaux. Donc, on peut peut-être le faire à l'avance. Le problème, c'est au niveau de l'immobilier. Alors, si on a un 300 000 de gain capital sur un bien locatif, c'est pas évident de le réaliser de façon étalée comme exemple. À moins de le revendre puis avoir un étalement des paiements. Monsieur Turcotte. En fait, si on revient au cas que vous me parlez, de ce que je comprends, j'ai pas l'âge des clients, mais essentiellement, ce que je comprends là-dedans, c'est que... Alors, la dame a 56 ans, le monsieur a 55 ans. Lui, son revenu provient principalement d'un immeuble. 30 000 par année et 20 000 du désenregistrement du fait et 5 000 des revenus d'intérêt, donc imposés au maximum. Donc, il reste une dizaine d'années avant 65 ans. Essentiellement, ce que qui pourrait peut-être être évalué, c'est que le revenu locatif est un revenu gagné qui permet quand même de contribuer à un REER. Peut-être qu'un REER au nom du conjoint pourrait être une stratégie de fractionnement de revenus dans ce cas-ci. Oui. Il manque peut-être d'éléments pour prendre une décision là, au final, mais à première vue, ça me semble une stratégie qui pourrait être intéressante dans ce cas-là. Vous parlez du revenu de location, mais on parle de revenu net ici, non pas le revenu locatif. Exact. Donc, c'est ça. On présume qu'il y a un revenu locatif net, là. On n'a pas l'information. Est-ce que c'est brut, est-ce que c'est net? Présumons que c'est un revenu net. Alors, le revenu locatif, même si on n'a pas d'autres revenus, c'est du revenu gagné. Donc, ça permet de générer des droits de contribution à un REER. Comme l'âge de la conjointe est plus faible, moi, dans ce cas-ci, je suggérerais probablement un REER au conjoint avec avec le revenu locatif qui permet de... Mais il faudrait avoir plus de détails, évidemment, pour savoir exactement comment faire. Exact. Alors, c'est pour ça, quand vous nous posez des questions, je vous donne souvent le numéro de téléphone. Et je vous dis, laissez-nous votre nom et votre numéro de téléphone avec le code régional pour que je puisse vous appeler éventuellement avant l'émission et vous poser ce genre de questions dont je sais d'avance que nos visiteurs, nos collaborateurs auront besoin pour vous poser une stratégie un peu plus complète et un peu plus efficace. Donc, parce que sans ça, quand il manque des informations, on reste dans des réponses beaucoup plus vagues. Oui. Alors voilà donc pour ce cas-là. Un autre couple, si je comprends bien, qui n'a pas vraiment de problème à la retraite, pas de problème financier en tout cas. S'il y a des problèmes de santé, on verra une autre émission, mais ici, on parle surtout des finances personnelles et familiales. Donc, un revenu imposable de 12 000 pour la dame, un revenu imposable de 55 000 du monsieur qui provient principalement de l'immeuble, 20 000 provient du retrait du fer, 5 000 par année du revenu d'intérêt. Donc, il y a aussi des sommes d'argent qui sont placées à l'extérieur des régimes fiscaux, comme vous disiez, qui ne sont pas fiscalisés. Et le revenu d'intérêt, évidemment, c'est le pays le plus lourdement imposé, beaucoup plus que le revenu de dividende ou le gain de capital, bien sûr.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu ici d'envisager éventuellement la vente de l'immeuble pour générer un gain de capital puis éponger des pertes en capital ailleurs réalisées au cours des années précédentes? Vérifier aussi, André, c'est de l'amortissement qui a été fait sur l'immeuble, parce qu'on sait que l'amortissement, la récupération de l'amortissement est imposable à un taux de 100 %. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'il faut valider, il faut vérifier avant de prendre une décision finale. Et quand on gère un immeuble comme ça, est-ce que ça vaut la peine de prendre de l'amortissement? Alors, vous dites, l'amortissement qu'on prend à un moment donné va être récupéré par les gouvernements à hauteur de 100 %. Tout dépendant du prix de vente de l'immeuble, présumons qu'on va vendre l'immeuble plus cher qu'on l'a payé. Bien sûr. Donc, dans un cas comme ça, généralement, les gens... L'amortissement n'est pas obligatoire, mais dans bien des cas, il y a beaucoup de gens qui détiennent des parcs immobiliers qui ont pris de l'amortissement au fil du temps et qui souvent... Ils prenaient de l'amortissement pour payer moins d'impôts à chaque année. Exact, ça réduit évidemment. Sauf qu'ils sont rattrapés au moment de la vente. Ou de la vente, ou souvent, ce qui est souvent mal aussi planifié, c'est au moment du décès subi. Okay. Alors là, pouf, on a une facture fiscale non seulement de gain capital, mais une récupération de l'amortissement. On laisse une belle grosse facture, évidemment, aux héritiers. Et souvent, pas à ça, ce qu'on voit, André, dans certains cas, c'est qu'on a pu vendre l'immeuble pour générer de la liquidité pour payer les impôts, ce qui est un peu ironique. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc, on va faire une pause encore. C'est ça que vous m'avez demandé en faisant des grands signes avec vos bras, monsieur. Donc, on va faire une autre pause et on va revenir ensuite pour le 4e et dernier bloc de cette émission dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le 4e et dernier bloc de cette émission, l'avant-dernière, donc, de l'automne 2011, parce que la semaine prochaine, ça va être le dernier avant Noël, bien entendu. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de M. Gaétan Veillette, un directeur de division du groupe Investors. Investors, c'est le plus gros gestionnaire de fonds communs au Canada. Pour l'instant, parce qu'il y a des concurrents américains qui commencent à s'en venir, et d'ailleurs aussi peut-être. Mais pour l'instant, le groupe Investors, sauf erreur, M. Veillette, c'est encore le plus gros gestionnaire de fonds communs au Canada. Tout à fait. Et vous êtes avec eux autres depuis déjà un certain nombre d'années. 22 ans. Et vous êtes dans cette industrie des fonds communs depuis aussi longtemps que ça. Oui. Et en compagnie aussi de M. Jean Turcotte, qui est un avocat de formation et fiscaliste, notamment en fiscalité des produits d'assurance, bien entendu. Si vous ne voulez pas payer d'impôts au décès, bien faites-le payer par une compagnie d'assurance. Ça, c'est la business de M. Jean Turcotte, qui est maintenant chez Sun Life, après avoir passé plusieurs années chez le groupe français, le grand groupe français qui s'appelait AXA. AXA. Exact. Et qui a vendu une partie de ses affaires à une compagnie de Toronto d'ici qui s'appelle Intact, exact, dont on voit les publicités à la télévision. Et l'autre partie de son portefeuille, c'est-à-dire l'autre portefeuille, celui des assurances de personnes, SSQ. Et non pas des assurances de biens, à la mutuelle SSQ. Exact. Sauf que vous, au lieu de vous en aller à la SSQ, vous avez plutôt bifurqué du côté de la Sun Life, voilà, où on vous offrait un défi qui correspondait mieux à vos attentes à ce moment-ci de votre carrière. Exactement. Alors, messieurs, on avait parlé tout à l'heure peut-être de faire un petit débat parce que avant le début de cette émission, on avait posé la question sur l'arrivée au Canada de nouveaux prédateurs dans le domaine des fonds communs. On sait qu'il y a beaucoup plus d'argent, de milliards de dollars dans les fonds communs depuis quelques années que dans les comptes d'épargne des banques et des caisses populaires, dépôts à terme et CPG. Les gens veulent avoir des rendements un peu plus élevés, alors ils font deux choses. Ou bien ils se trouvent un bon conseiller financier qui va les coacher pour dire comment placer leur argent, ou bien ils confient ça à des gestionnaires de fonds communs, comme le groupe Investors, par exemple, qui s'approvisionne auprès de 8 compagnies qui lui fournissent des produits différents ou complémentaires. Alors donc, le reproche qu'on fait aux gestionnaires de fonds communs, c'est qu'ils ne sont pas toujours bons, mais ils sont toujours très chers. M. Veillette, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec ça. La première chose qu'on fait, qu'il faut faire quand on prend un dossier financier, c'est d'établir une quantité, une qualité de service. Oui. Et a priori, ça commence par une planification financière qui va être appuyée par une gamme de services financiers, autant pour la gestion du crédit et l'endettement, autant de la gestion du risque, autant que du côté de l'investissement. Alors, l'institution financière doit avoir un ensemble de produits et services et qui ne sont pas donnés gratuitement, bien sûr. Et l'important, c'est que le conseiller, le planificateur financier ou l'administrateur agréé qui s'occupe du dossier, qui puisse dispenser une quantité, une qualité de service qui accommode le client. Alors, c'est là que quand on parle des frais, que ce soit les frais sur des CPG, on dit les frais de CPG, il n'y a pas de frais, c'est qu'il y a un frais caché.
Il est dans le taux d'intérêt minuscule qu'on vous donne. Voilà. Si on vous donne un CPG d'1%, on n'a pas un prospectus pour vous dire qu'il y a un frais de 2,5% qui est caché. Parce que la banque ou l'institution financière qui fait un prêt personnel à 5%, mais qui consent 1% sur des CPG, il y a un écart de 4%. Si c'est un prêt hypothécaire à 3%, puis que le CPG est à 1%, c'est un écart de 2%, c'est un frais de 2%. Comment se fait-il que dans un CPG, le frais, il est caché, sans prospectus, et que dans un fonds commun de placement, il y a une obligation de divulgation des frais? Et parce que c'est l'industrie la plus transparente qu'il y a au niveau des frais, bien là, on s'attaque aux frais sans regarder la quantité et la qualité de service. Et quand on regarde un portefeuille de clients, puis qu'on voit que le client ne participe pas au CELI, comme exemple, alors qu'il y a des placements non enregistrés et qu'il aurait tout intérêt à participer au CELI, une chance qu'il y ait un conseiller qui intervient dans le dossier pour lui signifier ça. Alors, ce conseiller-là, il faut qu'il soit payé, bien entendu. Tout à fait. Il ne travaille pas gratuitement. Donc, avant la gestion du CELI, ça peut comporter un frais annuel de 30 ou 40 ou 50 $ selon l'institution financière. Tout à fait. Et ça, normalement, on vous le dit, là. Exactement. Les frais doivent être divulgués et là-dessus, les régulateurs ont émis des directives ou des politiques très claires qui font partie d'une réglementation du secteur où il y a une divulgation à ce niveau-là. Moi, ce que je souhaite comme meilleure pratique de l'industrie, c'est qu'on commence à étudier un dossier sur une base de planification financière. Est-ce que vous avez un testament, M. Ménard? Pas de testament, pas de mandat d'inaptitude. Qu'est-ce qui arrive en cas de pépin, là? Exactement. Vos rapports d'impôt sont en retard. Vous n'avez pas profité de certaines déductions au niveau de vos rapports d'impôt. Imaginez-vous l'argent qu'il y a à ce niveau-là. Les personnes n'ont pas préparé leur retraite. Ils sont rendus à 50 ans, ils n'ont pas préparé leur retraite. Il y a un problème réel. Les gens ont des enfants qui ont 13 ou 14 ans, ils n'ont pas commencé à utiliser les régimes d'épargne-études. Ils perdent 30% si les enfants de subvention. vont au cégep à l'université, les parents vont se ruiner pour payer les études éventuellement. Alors que s'ils avaient préparé ça d'avance, il y aurait eu des subventions, un coup de main donc du gouvernement. De minimum 30% de subventions. Et donc beaucoup d'avantages rattachés à ça. Tout à fait. Alors, mais M. Veillette, si vous permettez, comment se fait-il qu'une compagnie comme Vanguard qui s'en vient ici va charger, par exemple, des frais de gestion annuels sur les fonds communs qu'on lui confie de 1,25 ou 1,5 %, tandis que chez vous, ça va être le double, parfois le triple même? Bien, ça dépend à quel genre de produit vous faites référence. Les frais commencent à 0,6 de 1% chez nous pour des programmes spéciaux, et puis ils peuvent monter évidemment à 2,25, 2,5%. Ça dépend de la gamme de produits. Plus le montant d'argent qu'on vous confie est petit, plus les frais sont élevés. Ça dépend de la gamme. Les gens qui ont des petits frais, c'est les gens qui ont des gros montants d'argent à vous confier. Donc, gérer un demi-million, c'est pas bien plus compliqué que de gérer 50 000 $, dans le fond. C'est parce que vous faites référence à gérer un demi-million versus à gérer l'ensemble des finances du client. Lorsqu'on donne un service de planification financière complet à un client, qu'on analyse ses rapports financiers, on analyse son testament, son mandat d'inaptitude et dans certains cas de la convention d'actionnaire, et puis qu'on regarde l'ensemble des services sans qu'il y ait une base d'honoraires, eh bien, c'est normal qu'il y ait une compensation. Donc, vous mettez du temps là-dessus, puis il faut que ce temps-là soit payé à quelque part. Tout à fait. Comme les pharmaciens qui donnent des informations maintenant, mais disent au gouvernement, il va falloir que vous nous donniez un tarif horaire pour ça. Voilà, tout à fait. Et quand vous achetez des prescriptions à la pharmacie, est-ce que le coût du médicament est publié sur la prescription qui s'imprime? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pourtant, vous achetez une prescription qui va vous coûter peut-être 30, 40, 50 $. Et vous êtes content du service parce que vous l'avez besoin. Quand on travaille en santé financière, il y a une quantité, une qualité de service qu'il faut donner à un client. Et c'est ce qui fait la relation client et c'est ce qui fait que le patrimoine du client augmente progressivement ou qu'il est sécurisé ou qu'on fait une consolidation de dette. Mais là, êtes-vous en train de dire que les compagnies qui chargent moins cher donnent moins de services ou un service de moindre qualité? Une chose est sûre, chez nous, la quantité et la qualité de service est proportionnelle à ce qui est livré au client. Alors, vous avez donc une gamme de services à lui offrir, puis il y a des tarifs rattachés à ça. Alors, s'il prend seulement qu'un ou deux services,
ça va coûter moins cher que s'il prend toute la gamme de services, bien entendu. Et on peut rajouter aussi que si quelqu'un veut un prêt hypothécaire et qu'il y a un certain niveau d'investissement au sein de l'institution financière, il bénéficie d'un avantage au niveau du taux, comme exemple. Alors, il y a des programmes aussi pour lesquels il y a des remises de frais de service qui sont consentis aux clients, qui vont jusqu'à 0,5 % pour lesquels il faut en tenir compte. Mon expérience en 22 ans de pratique dans le secteur financier. Et puis, notre bureau régional encadre à peu près un demi-milliard d'actifs sous gestion. C'est que mon expérience, c'est que on n'a jamais vu dans le marché de rapport comparatif sur les frais qui soit objectif, clair et complet, qui tienne compte de l'ensemble de la situation. Peut-être que des nouveaux venus comme Vanguard pourraient faire ce genre d'études comparatives, évidemment, et mettre ça sur le marché. Ce qui serait très difficile pour vous à supporter là, comme comparaison. Ça serait très difficile de faire une base, puisque c'est des services qui sont à la carte et en horaire. On peut difficilement quantifier, par exemple, comment on va tarifer un conseil en planification successorale ou fiscale d'un client. Tout à fait. D'abord, parce que si on fait affaire avec un fiscaliste X qui peut nous charger 300 $ de l'heure et l'autre qui va nous charger 150, donc il y a une panoplie de frais, d'éléments là-dedans qui sont difficilement... Il n'y a pas de barème là, standard dans l'industrie pour ce genre de service-là. En fait, au niveau des frais, moi, ce que je remarque souvent, c'est que il y a deux façons, en fait, de faire généralement. Il y a les conseillers qui sont payés généralement à la commission, comme dans l'industrie, comme en fait chez Investors ou dans plein d'autres industries. Et c'est correct parce que ces gens-là doivent être rémunérés. Et il y a ce qu'on appelle de plus en plus les services de gestion privée, donc qui s'adressent à une petite partie de la population aussi. Avec des gros portefeuilles. Avec des gros portefeuilles, c'est des honoraires qui sont chargés en fonction d'un pourcentage fixe sur la quantité d'actifs qui est gérée. Généralement, c'est à partir de 500 000 ou 1 million, tout dépendant des firmes. Alors, tous ces éléments, ce genre d'approche-là va convenir à un type de client particulier. Mais pour l'ensemble des clients, la très grande majorité des clients, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des fonds disponibles à des frais de gestion qui sont faibles, puisque ça démocratise le produit. Et on sait que... Et ça met une pression sur ceux qui sont un peu trop gourmands, peut-être. Bien, l'autre chose aussi, André, qu'il faut comprendre, c'est que, prenons par exemple certaines catégories de fonds, par exemple des fonds en revenus fixes. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des frais très réduits au niveau de ces frais-là, de ces fonds-là. D'une part, parce que le taux de rendement on le voit, est relativement petit. Donc, pour ce genre de produit-là, bien, ça peut être un atout supplémentaire qui va peut-être donner une valeur ajoutée à ce genre de portefeuille-là. Évidemment, si on offre un service complet de planification successorale, fiscale et planification financière, il faudra payer ces services-là d'une manière ou de l'autre. On les paye soit avec des commissions, soit avec des frais de gestion, ou soit avec des honoraires. Ce qui est important, ou une combinaison des deux, trois éléments. Une combinaison des deux. Ce qui est important, c'est d'être transparent et c'est que le client puisse comprendre dans quel genre de structure de frais il s'embarque et quel est l'impact de ces frais-là à long terme. Puisque si je donne un conseil ponctuel sur une planification successorale, par exemple, aujourd'hui, sur un portefeuille de 500 000, mais s'il reste 25 ans d'espérance de vie au client, les frais de gestion, il les paye à chaque année. Mon conseil, je le donne une fois. Alors, si on étale ça, évidemment, ça c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective, je pense. Et c'est là qu'un conseiller qui a une relation intensive avec son client, qui a des rencontres régulières pour réviser peut-être certains aspects budgétaires, certains aspects de l'endettement, certains aspects de l'investissement, certains aspects de l'incorporation de la pratique d'affaires de l'individu. Est-ce qu'il faut investir du côté de l'immobilier puis de l'immobilier locatif, comme exemple? Alors, le conseiller qui dispense une quantité, une qualité de service auprès de son client, doit avoir une vue d'ensemble et travailler intensément. Et le client aurait tout intérêt, à mon point de vue, à ouvrir vraiment ses livres à son planificateur financier puis dire, voici, j'ai une préoccupation successorale. J'ai telle chose que je voudrais faire, puis je voudrais minimiser les impôts, je voudrais me préparer à l'avance. Ou bien, je suis sur le point de prendre ma retraite dans 2 ans. Je voudrais m'y préparer pour être sûr qu'on fait les choses correctement. J'ai une option d'acheter des années de service passées de mon fonds de pension. J'aimerais que tu me conseilles à ce niveau-là. Combien ça va me coûter maintenant pour avoir pendant plusieurs années une retraite de l'entreprise plus élevée? La première chose, c'est quelle est la valeur de ce service-là, la valeur rajoutée de ce service-là, a priori, avant de parler de combien ça me coûte. Et puis, c'est pour ça que je trouve que le marché actuellement
s'en va trop sur l'analyse des frais plutôt que l'analyse de la valeur du service. C'est peut-être parce que les frais, c'est chiffré, tandis que la qualité du service, c'est difficilement chiffrable. Oui, mais si je me faisais l'avocat du diable, André, oui. Est-ce que ça veut dire que Vanguard, par exemple, prenons Vanguard, il y en a plein d'autres aux États-Unis, oui. Est-ce que ça signifie que les consommateurs américains ont été moins bien servis au niveau du service parce qu'ils avaient des frais de service plus bas? Mais juste une correction à ce niveau-là. C'est fort pertinent, mais très difficile à répondre. Oui, oui. Donc, juste un ajustement, M. Turcotte, à ce niveau-là. Aux États-Unis, il y a les émetteurs qui ont leur prospectus, puis il y a les gens qui sont distributeurs de services qui ont leur prospectus. Alors, il faut additionner les deux ensemble. Et les frais au Canada sont très compétitifs avec des frais aux États-Unis pour les produits égaux. Alors, je prends par exemple un fonds d'action canadienne versus un fonds d'action américain géré aux États-Unis, bien sûr. Et puis, si on considère les deux, alors, à ce niveau-là, au niveau canadien, il y a une compétitivité du côté des frais qui s'accompagne d'une quantité, d'une qualité de service. Et puis je fais référence au niveau, par exemple, de firmes qui ont des relevés de portefeuille combinés, intégrés au niveau de l'ensemble des fonds qui sont gérés, versus un client qui recevrait plusieurs sortes de relevés de placement. Différentes firmes. Oui, de différentes firmes. Le relevé combiné, c'est un avantage parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le relevé combiné. Oui. Il y a beaucoup de gens qui aiment investir dans des fonds de fiducie ou dans des fonds corporatifs. Fonds corporatifs qui visent à reporter l'impôt tout en étant actifs au niveau de la gestion de leur portefeuille, ce qui est un avantage assez formidable de ce côté-là. Et puis... Tandis que les fonds de fiducie, eux, ils s'en foutent complètement de cet aspect-là. Oui, et les fonds de fiducie qui gèrent qui investissent notamment dans des régimes d'épargne-études, des REER ou des régimes enregistrés, oui. Mais cet aspect-là n'a pas d'importance dans un régime enregistré. Prenez l'exemple, je participais à une formation au niveau de clubs d'investissement. Les clubs d'investissement ne peuvent avoir plus de 50 membres en vertu de la loi. Oui. Un club d'investissement, habituellement, c'est pour des investissements non enregistrés. Oui. Parce que s'ils avaient l'accès au REER, il faudrait créer une entité, faudrait créer une comptabilité spéciale. Et la reddition de compte à Revenu Canada, ce qui amène des frais additionnels à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, des frais qui sont reportés, évidemment, sur le client. Alors, si on a moins de frais, on a moins d'accès au niveau de ces régimes d'enregistrement-là. Je fais référence au niveau des clubs d'investissement, comme exemple. Bien sûr. Alors, et ça se multiplie, ça, et on va avoir l'occasion d'en parler au cours des prochaines semaines. C'est là que la qualité de service du conseiller fait une grande différence au niveau de la satisfaction du client. Donc, si vous avez des régimes enregistrés, surveillez la date et vous pouvez appeler votre conseiller pour vous demander c'est quoi la date limite où je dois prendre des décisions et faire des opérations si je veux modifier quelque chose dans ces régimes enregistrés. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Donc, il s'agissait de M. Gaétan Veillet. Gaétan Veillet, directeur de division au groupe Investors, et de M. Jean Turcotte, qui est maintenant avec Sun Life Canada, compagnie d'assurance vie. C'est un avocat et fiscaliste, bien entendu. Alors, merci d'avoir été là. Merci à l'équipe technique aussi, bien sûr. Et si cette émission vous a plu, vous a rapporté quelques informations, vous pouvez toujours en parler avec vos parents, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Ça pourrait leur rendre service aussi d'écouter cette émission-là. Quant aux façons de nous joindre, vous avez vu une bande passante en bas de l'écran durant toute l'émission qui vous donne les numéros de téléphone. Le mien, c'est toujours le 514-931-0746. Et puis, de cette façon-là, vous pouvez toujours avoir les autres également. Même que si vous allez sur tvrl.ca, là, vous allez sur le site de cette émission où est fabriquée et diffusée en première diffusion cette émission. Et ensuite de ça, ça s'en va en archive 2 ou 3 semaines plus tard. Et vous pouvez regarder ces anciennes émissions aussi souvent que vous voulez, puis ça ne coûte strictement rien. Merci beaucoup encore une fois tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir.